La seule, pas suffisamment connue sans doute, et qui essaye d'établir des passerelles entre la science et la politique. Alors ces passerelles sont compliquées, on essaye de les lancer, quelquefois elles n'arrivent pas sur le rivage opposé, mais Cédric Villani est infidèle, et je voudrais dire qu'au-delà de sa brillante carrière, puisqu'il vient d'avoir 40 ans, au-delà de sa brillante carrière, médaille Fields en 2010, prix Nobel, disent certains, c'est pour simplifier un sujet complexe, qui est les prix dans les sciences. Mais prix Nobel de mathématiques, bien que ce soit, c'est plus le prix Abel qui est le prix Nobel de mathématiques, professeur à l'Université de Lyon et directeur du prestigieux Institut Henri Poincaré de Paris. C'est quelqu'un de curieux. Non pas curieux seulement par son apparence, car il y a un paradoxe entre l'apparence et le fond du sujet. C'est quelqu'un de très méticuleux également. Et c'est quelqu'un pour qui le raisonnement est majeur. Et que dans sa carrière mathématique, il a travaillé sur l'entropie, il a également travaillé sur la théorie du transport optimal, mais au-delà de ça, il a su non seulement être dans les meilleurs dans sa discipline, les prix le montrent, mais il a su sortir de sa discipline pour d'abord travailler sur l'enseignement des mathématiques, il nous en parlera aujourd'hui. Certains considèrent que l'enseignement des mathématiques c'est un critère de sélection trop difficile, mais il a travaillé sur la diffusion de la culture scientifique et technique, et il a travaillé sur globalement tous les problèmes de société. À un moment donné, à l'office parlementaire, après des déclarations un peu tumultueuses de certains journaux sur l'affaire des OGM, sur lesquels on ne va surtout pas rentrer, ça pourrait nous diviser, mais il y a eu un article de Gilles-Éric Serralini qui a été par la suite retiré. On a fait une journée sur ce sujet avec Gilles-Éric Serralini. Eric et Cédric Villani est venu et a indiqué comment finalement les statistiques étaient importantes pour éviter un certain nombre de controverses, et que si jamais on faisait appel à une expertise publique collective contradictoire, ce qu'on essaye de faire à l'office parlementaire, on arriverait à éliminer un certain nombre de ces controverses. C'est donc quelqu'un qui, bien que jeune, fait partie de notre paysage, et membre du conseil scientifique. Ça veut dire qu'il travaille à nos remue-synapses, ou un remue-ménage, ou décrassage de synapses collectives, pour essayer de voir quels seront les grands sujets de demain. Et on en discutait tout à l'heure avec la presse. Les sujets de demain, ce qu'on essaye de faire au niveau politique, c'est des sujets, par définition, qu'on connaît mal ou qu'on appréhende mal aujourd'hui. Et que dans ces sujets, beaucoup de points concernent les mathématiques. Et il va vous parler peut-être ce soir, je ne sais pas de quoi il parlera, bien qu'on en ait un tout petit peu parlé, mais il va sans doute vous parler de la prédiction et du lien entre mathématiques et prédiction. Et la prédiction dans notre monde, c'est sans doute d'être capable de trier l'information. On a de plus en plus d'informations. Et on est soumis globalement au tri de cette information. Et il y a un certain nombre d'outils qui peuvent nous permettre d'y parvenir. Donc voilà, je vais arrêter là parce que j'ai trop parlé. C'est lui qui est notre invité d'honneur, Cédric, pour vous dire que je suis très heureux de le recevoir au Prémontré. On a visité Pont-à-Mousson, il venait de Reims, demain il sera à Copenhague, après il sera à Venise. Donc c'est le mois des congrès, le mois de juin pour les universitaires. Mais il a fait ce détour parce que depuis maintenant 7 ou 8 ans, avec Claude Biraud, qui était mon ancien prédécesseur à l'OPEST, que je dirige au niveau de l'Assemblée nationale, eh bien, on a fait ce lien entre les scientifiques et le monde politique. On est très peu nombreux, hein, on est quelques missionnaires dans ce rôle, mais dans l'abbaye des Prémontrés, c'est bien de parler de missionnaires. Et je voudrais donc vous demander, avant qu'il commence, d'applaudir Cédric Villani en le remerciant d'être venu ce soir.
beaucoup. Je vais prendre le... Voilà. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici ce soir. Je suis heureux de cette introduction effectuée par Jean-Yves Ledéo, avec qui on se fréquente depuis un bon moment déjà, sur des affaires effectivement qui sont liées à l'interface entre les questions scientifiques et les questions politiques. Et je dois dire que j'admire beaucoup le travail de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, en particulier la façon qu'ils ont de savoir organiser des débats dans lesquels on donne la parole à toutes les parties et de savoir rédiger des rapports qui sont fort utiles. Ce soir, on va parler un petit peu de mathématiques, on va parler de comportement à long terme, de prédiction, dans des sujets qui seront tous tirés de la mécanique classique. Ça sera aussi le point de départ d'une séance de questions-réponses. Et on va se lancer dans l'étude de certains systèmes. On va parler de systèmes solaires, on va parler de galaxies, on va parler de fluides. Il y a des sujets qui correspondent bien à ma thématique de recherche, il y en a d'autres sur lesquels j'ai juste le regard de quelqu'un qui se tient en courant de l'actualité, des questions telles qu'elles ont été formulées au cours des siècles passés. Et on va voir comment tout cela est imbriqué. On va commencer par quelques petits rappels ou considérations simples sur la discipline mathématique, des choses qu'il est bon de garder en tête. Pour introduire le sujet, ici, une page tirée d'un objet, d'une œuvre emblématique en mathématiques. Il s'agit de, alors, avec l'écriture, on voit que c'est du grec, on devine que ça vient de la Grèce antique, et puis partant de là, c'est un tout petit pas que de deviner que ceci est une page des éléments d'Euclide. Les éléments d'Euclide, c'est le grand texte. S'il y avait un texte sacré en mathématiques, ça serait lui. En mathématiques, évidemment, il n'y a pas de texte sacré. L'autorité, ce qu'on va considérer comme la vérité, ne vient que du travail de tous les individus qui y contribuent, et ça se modifie jour après jour, à la différence d'un texte sacré qui reste semblable à lui-même. Mais s'il y avait un texte sacré, ça serait ça. Les éléments d'Euclide, c'est le traité dans l'histoire de l'humanité qui a été le plus édité. On peut dire le texte non religieux qui a été le plus édité. Et ça correspond à une date importante dans l'histoire de la mathématique, mais plus généralement dans l'histoire de la pensée humaine, le moment où on a formalisé la discipline mathématique d'une façon telle qu'on se la représente encore aujourd'hui. Une façon où le savoir est obtenu uniquement de manière déductive, en partant de postulats qu'on se donne a priori, et à partir de là, en déduisant les choses uniquement par le raisonnement logique. En s'interdisant tout recours à des expériences, en s'interdisant des conclusions basées sur l'observation géométrique, en s'interdisant tout ce qui viendrait des sens, en utilisant uniquement ce qui vient du raisonnement, du moins en théorie. Et ça peut paraître une approche absurde. On se dit, si les principes de base, on les admet, et qu'ensuite on s'interdit d'ajouter quoi que ce soit de nouveau, ben on ne va pas arriver à grand-chose. On restera toujours coincé avec ce qu'on a mis au départ. Et la magie de la discipline mathématique, c'est justement qu'on arrive, en combinant des choses qui semblent élémentaires et dans lesquelles il semble n'y avoir aucune information, on arrive à des conclusions extrêmement élaborées et extrêmement inattendues. Et toute la richesse de théorèmes qu'on trouve dans les éléments d'Euclide en témoigne. Alors, dans les éléments d'Euclide, qu'est-ce qu'on trouve ? En particulier, c'est resté célèbre pour toute la partie liée à la géométrie élémentaire, formes géométriques, polygones. Ici, même si on ne comprend pas ou plus le latin, on voit qu'il est question de carrés, de pentagones, d'hexagones et tout ça. Et on trouve dans les éléments d'Euclide énormément de considérations qui lient ces figures simples. Bien sûr, en tout premier lieu, le théorème de Pythagore. S'il y a un théorème célèbre, c'est bien lui. D'ailleurs, si vous interrogez quelqu'un dans la rue en lui demandant citez un théorème, il y a soit il vous répondra rien, soit il vous répondra le théorème de Pythagore. Je dirais à 98% de chance, sans doute. Alors, pourquoi
diantre est-ce qu'on parle du théorème de Pythagore? Qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Pourquoi tout ce foin autour du théorème de Pythagore? Rappelons ce qu'il dit le théorème de Pythagore. Il dit que si vous avez un triangle rectangle, dans un triangle rectangle, il y a forcément un côté qui est plus grand que les autres, appelons-le le grand côté. Et donc il y a deux petits côtés et un grand côté, et la somme des carrés des petits côtés est égale au carré du grand côté. C'est ça que ça dit le théorème de Pythagore. Alors, c'est une chose de connaître l'énoncé. Ce qui est au moins aussi important, c'est de savoir l'appliquer en situation, et également, dans le cas de l'enseignement mathématique, savoir comment on le démontre. Il y en a un paquet des démonstrations, il y en a qui sont accessibles à un collégien sans aucune difficulté, et c'est bien dommage qu'on constate que beaucoup d'élèves font désormais toute leur scolarité sans entendre parler de démonstration du théorème de Pythagore. Savoir un théorème sans savoir comment on le démontre, c'est louper l'essentiel. Alors, le théorème de Pythagore, pourquoi il est intéressant? D'abord parce que c'est une jolie relation toute simple qui fait intervenir des angles et des distances. Si vous avez un triangle qui est la forme géométrique la plus simple, avec le cercle peut-être, s'il y a un angle qui est droit, alors il y a une relation très simple entre les distances qui composent les côtés. A au carré plus B au carré égale C au carré. Si A, B, C sont les longueurs. Et donc vous voyez qu'il y a un lien fort entre ces deux concepts fondamentaux sur lesquels on a bâti la géométrie plane, les angles et les distances. Ce ne sont pas des concepts indépendants, ce sont des concepts qui sont liés. Et ce théorème, on le démontre à partir de considérations élémentaires. C'est un exemple de quelque chose qui n'est pas élémentaire, pas complètement. On le connaît depuis très très longtemps, le théorème de Pythagore. On l'utilisait déjà dans l'Antiquité égyptienne, par exemple, pour des questions de cadastre, on va dire. Encore de nos jours, certains maçons l'utilisent, même s'ils n'ont jamais entendu parler de Pythagore ou de mathématiques, et ils savent que si on veut vérifier qu'un angle est droit, on applique la réciproque du théorème de Pythagore, pas comme ça qu'ils l'appellent, mais dans la recette, on va dire, c'est juste, si on veut vérifier qu'un angle est droit, on mesure 4 unités d'un côté, 3 unités de l'autre, et il faut que la distance entre les deux points ainsi tracés soit égale à 5. Et si elle n'est pas égale à 5, c'est que votre angle, il n'est pas droit. On voit bien que ça avait une utilité pratique dans les constructions, évidemment. Le théorème de Pythagore, c'est aussi un lien intéressant entre des questions liées à des nombres et des questions liées à de la géométrie. Chaque fois qu'on a un triangle rectangle dont les côtés sont entiers, ça correspondra à la solution d'une équation arithmétique. A au carré plus B au carré égale C au carré. Donc un lien entre un problème d'arithmétique et un problème de géométrie. Le théorème de Pythagore, on peut lui trouver des liens avec bien d'autres choses. Une reformulation dont j'aime bien parler, c'est ce qu'on va appeler le théorème de l'enveloppe. Même si en fait, c'est la même chose que Pythagore. Là, vous voyez, j'ai tracé un rectangle avec les diagonales, ça ressemble à une enveloppe. Et comme c'est rien d'autre que deux triangles rectangles identiques qu'on a recollés l'un à l'autre, je peux appliquer 2 fois le théorème de Pythagore avec les mêmes quantités, bien sûr. Mais si j'applique 2 fois, un coup le grand côté, ce sera la diagonale qui va, disons, du coin supérieur gauche au coin inférieur droit. Un coup, ça pourra être l'autre diagonale. De toute façon, elles ont la même longueur. Et donc, je pourrais très bien dire que le théorème de Pythagore, finalement, tout ce qu'il me dit, c'est que la somme des carrés des diagonales est égale à la somme des carrés des côtés dans un rectangle. On pourrait l'énoncer comme ça, hein. On pourrait éviter tout recours au triangle rectangle. On pourrait dans les écoles enseigner que le théorème de Pythagore, c'est que dans un rectangle, la somme des carrés des diagonales est égale à la somme des carrés des côtés. Et évidemment, si on a cet énoncé, il suffit de couper la figure en deux pour retrouver le théorème de Pythagore. On peut faire ça, on pourrait faire ça. Mais si on fait ça, il y a quelque chose qui se passe alors. Un jour, vous tombez sur un énoncé qu'on appelle le théorème du parallélogramme, et là vous êtes bien surpris. En tout cas, moi je me souviens très bien comme j'étais surpris le jour où je suis tombé face à ça, avec ça, au détour d'un exercice. Le théorème du parallélogramme, il vous dit la même chose, mais pour un parallélogramme. Prenez un parallélogramme, donc un quadrilatère dont les côtés sont 2 êtres de parallèles, mais il n'y a pas forcément d'angle droit.
alors la somme des carrés des côtés est égale à la somme des carrés des diagonales. Et là, vous vous dites, mais on m'a trompé. Il y a quelques instants, il y avait une propriété qui s'appelait théorème de Pythagore et qui disait dans un rectangle, la somme des carrés diagonales est égale à la somme des carrés des côtés. Et maintenant, je découvre qu'en fait, on s'en fiche que ce soit un rectangle. Il suffit que les côtés soient 2 à 2 parallèles. Cette propriété, évidemment, est satisfaite par les rectangles, mais on trouve beaucoup de quadrilatères qui satisfont la propriété sans être des rectangles. Autrement dit, on a généralisé l'énoncé précédent. Et c'est là qu'on voit ce qui est intéressant, d'important en mathématiques. La généralisation, c'est une figure, une posture scientifique, une posture de raisonnement, je veux dire, qu'on rencontre sans arrêt en sciences, ou dans le raisonnement en général. On sait que quelque chose est vrai sous certaines conditions, on se demande si c'est vrai sous d'autres conditions. Un animal qui vit dans certains régimes de température, gamme de température par exemple, on se demande s'il peut survivre dans une gamme de température plus élevée ou qui sait quoi. Eh bien en mathématiques, c'est pareil, on a des généralisations, mais la différence avec les autres sciences, c'est qu'on peut les dompter avec uniquement le raisonnement logique. Et ça constitue comme une sorte de laboratoire pour des généralisations beaucoup plus complexes. La mathématique aussi, c'est la seule science dans laquelle on a les moyens, quand vous êtes élève, au lycée typiquement, de réfuter ce que dit le professeur, si jamais il se trompe. Et c'est la seule où vous pouvez vérifier tout ce qu'il dit. Quand on fait de la physique, on apprend que la matière est constituée d'atomes, mais je pense qu'il n'y a personne dans la salle qui a vu un atome. Peut-être Jean-Yves, microscope électronique, t'en as vu? T'en as vu? Stéphane Mangin, s'il est là, voilà. Donc il y a peut-être quelques personnes dans la salle, merci, quelques personnes dans la salle qui ont vu des atomes, mais pour la grande majorité des présents, vous n'avez jamais vu d'atomes. Pourtant, vous êtes convaincus que ça existe. Parce que vous avez cru sur parole ce que vous ont dit les professeurs, les chercheurs et tout un paquet de gens qui avaient des avis concordants et convaincants, mais vous n'avez pas vérifié par vous-même. Vous n'êtes jamais allé faire les expériences comme les ont fait les grands anciens, Jean Perrin et les autres, vous n'avez jamais observé le microscope électronique et tout ça. Alors qu'en mathématiques, si jamais le professeur vous dit quelque chose, ben, vous pouvez vérifier ce qu'il dit par vous-même. Et ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'étais lycéen, d'aller voir le collégien, lycéen, d'aller voir le professeur, on entendait un truc qui cloche dans la démonstration, ou là je crois que j'ai un contre-exemple, et le professeur était bien forcé d'admettre qu'il y avait un problème. Et réciproquement, quand je suis devenu professeur à l'école normale supérieure de Lyon, ben, régulièrement il y avait des élèves qui protestaient, qui disaient « Monsieur, là, dans votre raisonnement, il y a un truc qui cloche », et je regardais, je disais « Ah oui, d'accord ». Oui, c'est pour moi. Et puis, ou alors, oui, un petit détail là, on fera ça la prochaine fois, je vous dirai tout ça. C'est pas grave. Mais en tout cas, je pouvais pas dire à l'élève, non, le raisonnement est juste. Si le raisonnement est faux, il est faux. Et on juge sur place avec quelque chose qu'on peut s'approprier. Pour ça que l'enseignement de mathématiques est important, c'est celui dans lequel vous apprenez à travailler directement sur le raisonnement. Et puis, des fois, vous vous trouvez face à des surprises et des choses qui semblent incroyables. On reprend notre figure d'Euclide tout à l'heure, et je vous disais qu'on parlait de polygones, par exemple, dans Euclide. Alors, ici, je voyais un carré, un pentagone régulier, un hexagone régulier, tout ça. Un polygone régulier, plus généralement, c'est une figure dans laquelle vous avez des angles et des côtés tous égaux. Par exemple, 5 côtés. C'est un petit exercice amusant de déterminer si vous avez n côtés, quel doit être l'angle entre deux côtés pour avoir le polygone régulier qui correspond. Et on peut faire ça pour n'importe quelle valeur de L. Donc on peut avoir des polygones réguliers avec 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 côtés et ainsi de suite. Et pourquoi pas? Et on peut faire le calcul comme ça. Et puis un jour vous vous dites, ça c'est très bien, mais ça c'est dans le plan. Dans la vraie vie, il y a 3 dimensions. Alors posons-nous le même problème en 3 dimensions. Faisons les figures régulières, où tous les angles seront égaux et toutes les faces seront égales, et étudions ces objets, avec 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 côtés, etc. Et voyons ce qu'on peut en dire. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 faces. Eh bien, ça ne marche pas. Là, la généralisation, elle se plante.
Et vous tombez sur ce fait incroyable, déjà connu des Grecs, que dans tout le monde, des polyèdres, alors à moins d'avoir des faces rentrantes éventuellement, mais les polyèdres convexes comme on dit, l'analogue des polygones réguliers, il n'y en a que 5. Tétraèdre, cube, octaèdre, icosaèdre, dodécaèdre. À moins de faire un polygone qui a un polyèdre qui a 4, 6, 8, 12 ou 20 faces, vous n'y arriverez pas. Alors pourquoi 4, 6, 8, 12, 20 ? C'est comme ça. C'est comme ça et on peut le démontrer. Et là, vous voyez, quelque chose d'incroyable, quelque chose qui semble stupéfiant. On se dit, mais alors pourquoi c'est comme ça ? Pourtant, au départ, on est parti que de règles extrêmement simples, les angles et les distances. Et on se retrouve comme ça avec 5 polyèdres et 5 seulement. C'est, puisqu'il y a Jean-Yves devant qui bien sûr, dont la spécialité au départ c'est la chimie, avec le même genre de raisonnement, on arrive à montrer que des réseaux réguliers, les arrangements qui peuvent faire un solide, il n'y en a qu'un nombre fini de symétries possibles, et on sait exactement lesquelles, et n'importe quel solide régulier qui suivrait pas, solide cristallin qui ne suivrait pas ces règles, ne pourrait pas exister. À une époque, était tellement marqué, impressionné par l'existence des 5 solides qu'on a cherché à y voir une loi physique importante. Par exemple, à une époque, on a cherché à utiliser ces 5 solides pour les mettre en correspondance quasiment mystique avec les 5 planètes qu'on connaissait. Un jour, on a découvert une 6e planète et il a fallu changer d'explication. Alors, pour revenir à la géométrie, quand j'étais lycéen, ça c'était un de mes ouvrages favoris. Yvonne et René Sortet, la géométrie du triangle. J'ai bien conservé l'exemplaire correspondant, l'exemplaire que j'avais. Des fois, je fais des sondages, je demande qui dans la salle a entendu parler de cet ouvrage. D'habitude, il y a un ou deux professeurs de maths qui lèvent le doigt et puis ça s'arrête là. Mais en tout cas, quand j'étais ado, ça c'était le genre de bouquin qui me passionnait. Alors, la géométrie du triangle, il faut bien dire que ça sert à rien. Hein ? Mais alors, vraiment à rien, quoi. Dans la vie de tous les jours, ça sert à rien, mais pour les chercheurs, ça sert à rien non plus, parce que des situations comme ça, on n'en rencontre jamais en recherche, et c'est un sujet qui n'a pas bougé depuis 200 ans ou presque. N'empêche que c'est là-dedans que j'ai appris, c'est avec ça que je me suis entraîné à faire des raisonnements. Plus tard, c'est devenu mon métier de faire la démonstration. Il faut bien commencer quelque part. Et si un jour votre métier c'est de faire tenir debout des démonstrations de 100 pages qui parlent d'un problème compliqué de mécanique des fluides, il vaut mieux commencer par les démonstrations de 10 lignes qui parlent de problèmes simples de géométrie du triangle. Et comme un certain nombre de mes confrères, je continue à penser que ce genre de problème, c'est le meilleur laboratoire pour les démonstrations mathématiques, pour apprendre le raisonnement. Et ça, c'est la partie la plus importante de loin du cours de mathématiques, apprendre à raisonner. Beaucoup plus important que de savoir énoncer le théorème de Pythagore. Alors, on avait fait quand on était passé justement devant l'office parlementaire, on avait fait le même commentaire. Ngo Bao Chao, qui avait reçu la médaille Fields en même temps que moi, tous les deux, on avait fait le même commentaire. Dans l'enseignement, ce qu'il y avait de mieux, ce qu'on a trouvé le mieux, c'était la géométrie du triangle, pour apprendre à faire les raisonnements. Alors, continuons un petit peu à parler de mathématiques avant d'aller dans le cœur du sujet. La géométrie du triangle, c'est de la géométrie plane, c'est de la géométrie dans laquelle on travaille sur une surface plane. Dans la vraie vie, les surfaces, elles ne sont pas planes. Hein. Si on regarde, si vous prenez, je ne sais pas moi, une colline, hein, si vous faites de la géométrie de cet objet, là, ou n'importe quoi, c'est pas plat. Alors, il faut bien trouver une autre façon de faire de la géométrie. Et ça s'appelle les géométries non euclidiennes. On va pas, c'est pas le sujet ce soir de parler du développement des géométries non euclidiennes, une des grandes aventures du XIXe siècle. C'est à Riemann qui est revenu l'honneur de formaliser ces géométries d'une manière qu'on utilise toujours aujourd'hui. En géométrie riemannienne, on fait varier les unités de longueur et les façons de mesurer les angles d'un endroit à l'autre. Et on a toujours une notion de plus court chemin entre deux points, comme dans la vraie vie, il y a un plus court chemin pour aller d'ici au sommet de la colline, par exemple. Éventuellement, il y en a plusieurs. Et c'est avec ça qu'on fait de la géométrie. Ça généralise la notion de droite, qui est le plus court chemin, pour aller d'un point à un autre dans un plan.
ou dans l'espace. Alors, comment étudier toutes ces géométries? On commence par généraliser, passer d'une géométrie plane à une géométrie non plane, mais ensuite, quand on a énormément de possibles, il faut bien classifier les choses. Tout à l'heure, on a vu qu'on arrivait à classifier les polyèdres réguliers. Est-ce qu'on peut classifier toutes les géométries? C'est d'habitude un but beaucoup trop gourmand, mais on peut trouver des paramètres, des propriétés qualitatives de ces géométries. En mathématiques, en sciences en général, le mot-clé, c'est comprendre. Devant une vaste assemblée possible, vous voulez comprendre qu'est-ce qui distingue les uns des autres. Comme disait Poincaré, on est ici en territoire sur les terres d'Henri Poincaré, était né à Nancy. On fait de la science avec les faits. On fait la science avec des faits comme on fait une maison avec des pierres. Mais une théorie scientifique n'est pas plus un amas de faits qu'une maison n'est un tas de pierres. Il faut ordonner les faits pour avoir droit à une théorie scientifique. Alors, dans toute cette profusion de géométrie, on va essayer de trouver un certain ordre, et Riemann nous a montré comment ordonner les choses avec la notion de courbure. Et les courbures introduites par Gauss, développées par Riemann, ça nous renseigne sur le comportement de ces géodésiques. Pour simplifier, il y a une notion de courbure positive ou négative, et si la courbure est négative, ça veut dire que deux géodésiques se séparent l'une de l'autre plus vite que ne le font des droites dans le plan. Si la courbure est positive, elle se sépare moins vite que ne le font des géodésiques dans le plan. Et un exemple de géométrie de courbure négative, c'est celle que vous voyez ici, l'espace hyperbolique, ici une représentation de l'artiste Escher. Ici, tous les poinçons ont la même longueur. L'unité de longueur change d'un point à l'autre de l'espace. Et c'est un espace qui, en fait, ça prend une durée infinie de le parcourir. Il est en fait infini au sens géométrique du terme. Parce que plus vous vous rapprochez, plus il vous faut dépenser d'énergie pour faire ne serait-ce qu'une toute petite distance sur le dessin. Ça, c'est un espace de courbure négative. Et quand vous regardez la séparation entre deux courbes géodésiques, elle est beaucoup plus grande que la séparation entre deux droites dans le plan. Au contraire, un exemple d'espace de courbure positive, ça serait une sphère. Et quand vous regardez la séparation entre deux courbes géodésiques, elle est moins importante que la séparation entre deux droites. La preuve, d'ailleurs, deux géodésiques qui se coupent en un point peuvent très bien vont toujours se recouper une deuxième fois plus loin. Dans le plan, vous ne voyez jamais des droites qui se couper une deuxième fois. On sait bien, les droites, elles se coupent une seule fois et après, elles ne se revoient plus jamais. Mais dans un espace à courbure positive, elles vont se revoir un jour. Dans un espace à courbure positive, on démontre que la somme des angles d'un triangle est toujours plus grande que 180 degrés. Dans un espace à courbure négative, la somme des angles d'un triangle est toujours plus petite que 180 degrés. Ici, on le voit bien sur cet exemple, ça pourrait être une boule de pétanque, avec des fois vous avez des lignes qui sont matérialisées. 3 angles droits, le triangle, 270 degrés, la somme des angles. Alors, quand je fais ce genre d'exposé dans les lycées, je demande toujours aux élèves, est-ce que c'est le maximum possible, 270 degrés? Et d'habitude, ils finissent par trouver qu'on peut faire beaucoup plus et aller jusqu'à 540 degrés pour la somme des angles d'un triangle. Je vous laisse réfléchir tranquillement à comment faire pour arriver à 540 degrés, qui est le maximum envisageable. Et il y a une très belle relation qu'on démontre toujours entre la somme des angles et la courbure totale à l'intérieur, qui se trouve à l'intérieur du triangle. Et si dans notre géométrie, il y a des parties de courbure positive et des parties de courbure négative, on fera des compensations entre les uns et les autres. Et voilà comment on se retrouve à classifier les choses, les ordonner, comme aurait dit Poincaré, en géométrie non euclidienne. Alors, des exemples d'usage artistique de cette courbure négative. Admirez ici les formes géométriques magnifiques dans lesquelles évolue cette charmante perçue corail hyperbolique.
Alors, allez à Dublin, au musée du corail hyperbolique, je ne sais pas si vous retrouverez la demoiselle, mais vous retrouverez ça, hein, un tricot hyperbolique, comme on l'appelle, dans lequel la courbure est négative, constante. Alors, on a l'impression que là, c'est du corail, quoi, qui a été juste fait en tricot. Mais en fait, ça a été fait sur une règle mathématique simple, extrêmement simple, courbure négative, constante. Et si on traçait un triangle géodésique, là, sur la surface de cet objet jaune, on verrait que la somme des angles du triangle est toujours plus petite que 180 degrés, et on aurait la relation très simple entre la somme des angles du triangle et la surface totale du triangle. Et puis, courbure négative, c'est aussi la particularité de cette pseudosphère, ici réalisée par l'artiste japonais Hiroshi Sugimoto, et à cette époque-là présentée à la Fondation Cartier pour l'art contemporain il y a quelques années. Elles ont l'air très différentes, hein, les deux formes-là. Mais géométriquement, si on prend un petit morceau ici, un petit morceau là, c'est la même chose. C'est isométrique, comme on dit, les mêmes propriétés géométriques, les mêmes angles, les mêmes distances pour tout. Courbure négative constante. Et si on regarde l'objet qui est ici, là au centre, l'espèce de toupie dans cette réalisation des artistes graphiques Palais et Bénard, eh bien, on retrouve encore la même géométrie. Chacune des mailles de l'espèce d'accordéon que vous voyez là, et qui est issue d'un problème de physique mathématique, est de courbure négative constante, et c'est encore la même chose que ça. Alors, voyez, Poincaré, on va continuer la citation de Poincaré, puisque comme on a dit, on est en terre de Poincaré. Poincaré a dit, faire des mathématiques, c'est donner le même nom à des choses différentes. Ici, vous avez un exemple remarquable. Ça et ça a l'air très différent, mais pour un géomètre, c'est la même chose. Géométrie de courbure négative constante. Et il s'agit bien d'ordonner et de classifier. Alors, mathématiques, donc, on a dit que c'était science du raisonnement. Les éléments d'Euclide, entre parenthèses, c'était l'un des livres de chevet d'Abraham Lincoln, qui disait que c'était là qu'il avait appris à raisonner juste. Mathématiques, c'est la science de l'ordre et la classification, et trouver des schémas qui sont les mêmes à travers des objets très différents. Et puis, c'est la science dans laquelle on peut vérifier tout ce que dit le maître. Et c'est une science dont on a vu des liens avec l'art il y a quelques instants, en tout cas que ça peut inspirer des créations artistiques. Également, c'est une science qui va interagir avec les autres sciences. Les travaux de Riemann sur la courbure ont inspiré ceux de notre mathématicien, par exemple, beaucoup d'autres mathématiciens, mais entre autres Gregorio Ricci-Curbastro au début du XXe siècle en Italie. Et puis un jour, Einstein a compris, en discutant avec un collègue mathématicien, que cette notion de courbure introduite par Riemann, développée par Ricci, c'était la pierre angulaire de sa théorie de la relativité générale, et d'un coup, quelque chose qui avait été introduit par curiosité s'est retrouvé au cœur de la représentation de notre monde, de l'espace et du temps. Riemann n'en aurait pas eu la moindre idée. Et puis, un jour, l'invention d'Einstein, la théorie, la découverte d'Einstein, comment on va dire, le nouveau dessin de notre espace-temps, eh ben, ça s'est retrouvé à avoir des applications technologiques importantes. Repérage dans l'espace-temps, ben, nos jours on pense au GPS, et sans la relativité générale, le GPS ne tournerait pas. Alors, dans chacun de ces GPS, si l'on veut, il y a un peu d'Einstein, un peu de Ricci, un peu de Riemann, et un peu des contributions de tous ceux qui se sont penchés sur ce problème de la géométrie non euclidienne et du repérage dans l'espace. Et voilà comment, ça aussi c'est typique, une découverte mathématique au départ effectuée par curiosité va un jour se retrouver au cœur d'un enjeu technologique qui peut représenter je ne sais pas combien ça va s'évaluer le GPS, mais ça doit se compter en dizaines ou centaines de milliards de dollars ou d'euros. Et ce genre de choses est typique. Vous voyez le laps de temps écoulé, hein, on est sur un siècle et demi. Ça aussi, ça arrive très souvent. Donc, mathématiques, c'est aussi non seulement décrire et comprendre les choses, mais aussi permettre d'agir sur le monde et participer à des défis technologiques.
Tout ça étant dit, donc en préliminaire, j'ai rappelé quelques-unes des choses qu'il faut avoir en tête sur ce que c'est que la discipline mathématique. On va maintenant voir comment la mathématique se retrouve à l'œuvre dans l'une des questions qui intéresse le plus les gens, qui ont intéressé le plus les gens au départ, quand on commençait le développement de la mathématique, une des questions qui ont motivé les gens, l'astronomie. Et arriver à prédire, tout à l'heure Jean-Yves nous parlait de prédiction, arriver à prédire comment les astres vont revenir, arriver à prédire les phases de la Lune, les mouvements des planètes, les mouvements des étoiles, un problème qui très tôt avait une importance, ça pouvait être religieux, ça pouvait être pratique, ça pouvait être pour le repérage, ça pouvait être pour la navigation importante. À une époque, on classait l'astronomie au sein des disciplines mathématiques. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on continue d'employer le pluriel couramment, on dit les mathématiques de manière courante, parce qu'à une époque, on considérait qu'il y avait 4 arts mathématiques: la géométrie, l'arithmétique, l'astronomie, et puis la musique. Très bien. On voit que la classification n'a plus grand sens, on voit que ça n'a plus grand sens donc d'utiliser le pluriel, et c'est pourquoi vous verrez que je me force le plus possible à utiliser le singulier, la mathématique. Alors, dans ce tableau, toile célèbre du peintre John Wright of Derby, 18e siècle, on voit ce qu'il appelle un philosophe, de nos jours on dirait un scientifique, on peut argumenter que la science est une partie de la philosophie, qui donne une conférence sur une orrerie dans laquelle une lampe est mise en place du soleil. Orrerie, c'est ce dispositif-là qui permet de matérialiser, de reproduire le mouvement des planètes et du soleil, de manière qu'on puisse toucher. Et la lampe, effectivement, fort à propos, illumine le visage des bambins. C'est un tableau qui a fait couler de l'encre à l'époque parce que ça représentait un motif qui n'était pas religieux ou politique ou héroïque, mais la science au cœur de la famille. La science qui s'invite chez vous est comme une source d'inspiration et comme une source d'émerveillement. C'est toujours d'actualité, surtout en rapport avec tous les sujets qu'abordait Jean-Yves Le Déaut dans l'introduction du rapport entre science et société, un enjeu crucial de nos jours. Pour évocation des jeunes, parce que c'est le problème numéro 1 que nous avons à affronter dans tous les pays développés, qui plane un problème qui est une menace pour la science, parce que c'est un enjeu pour le bien-être des scientifiques et pour la façon dont ils se sentent bien dans leur basket, dont ils se sentent respectés et valorisés, et puis parce que c'est important que tout le monde comprenne un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait en science, à une époque où on a le sentiment que les choses vont tellement vite que c'est facile de se sentir laissé sur le côté de la route, si on ne comprend pas bien de quoi il est question. Parmi les premières tentatives mathématiquement solides et respectables de décrire le mouvement des étoiles et surtout des planètes, vous avez le travail de Ptolémée, l'Almageste, vers 150. Alors, les Grecs avaient un problème grave. Ils avaient remarqué qu'il y avait une régularité, des prédictions assez simples à faire parmi la plupart des astres qu'on observe dans le ciel. Bon, il y avait des comètes qui passaient de temps en temps, des choses comme ça, mais les étoiles, on arrivait bien à prédire leur position, leur déplacement, c'était quelque chose de régulier. Mais il y avait les planètes, on les appelait les errants, qui allaient dans un sens et puis de temps en temps partaient dans l'autre sens avant de repartir, qui avaient l'air de se diriger de manière assez erratique. Ça leur posait problème, et comme ils avaient en tête que ce qui était dans le cosmos devait être parfait, et que la figure géométrique parfaite c'était le cercle, ils cherchaient absolument à expliquer les trajectoires de ces planètes au moyen de cercles. Mais vous avez beau faire, c'est pas circulaire la trajectoire d'une planète telle qu'on l'observe depuis la Terre. Et alors, ils avaient eu l'idée que si ce n'était pas un cercle, ça devait être une combinaison de cercles. Et Ptolémée est le premier à avoir mis sur pied un système assez proche de l'observation, basé sur la combinaison d'un mouvement d'ensemble et de mouvements, je ne vais pas dire parasites, mais de petits mouvements qui se superposent à ça, qu'on appelle des épicycles, et qui permettaient d'expliquer cette combinaison de mouvements directs et rétrogrades, comme on disait. Donc il y a le déférent qui est le mouvement d'ensemble, l'épicycle qui boucle par-dessus, et puis mouvement direct quand ça va dans le sens du déférent, mouvement rétrograde quand ça va dans le sens contraire. Et avec 40 épicycles, il arrivait à expliquer l'ensemble des observations de l'époque.
Ça peut paraître naïf, mais on peut argumenter que c'était une approche qui était un lointain précurseur de l'analyse de Fourier, telle qu'elle sera développée beaucoup plus tard, au XIXe siècle, par Joseph Fourier, l'idée d'utiliser des signaux simples, élémentaires, pour représenter tous les signaux possibles. Dans la théorie de Fourier, il s'agit d'utiliser juste des fonctions sinus pour représenter tous les signaux possibles, donc comme un alphabet qui vous permet d'écrire toutes les fonctions. Dans Ptolémée, il s'agissait de reproduire le mouvement d'une planète à base de cercles. L'un et l'autre sont un peu le même problème. Ici, par exemple, je vous ai mis un exemple pour expliquer l'approche de Fourier, pour la représenter, dans lequel on combine 4 fonctions sinus pour obtenir une fonction qui a l'air d'être absolument quelconque. Ptolémée, c'était dans l'Antiquité, ça faisait partie des meilleures approximations. Pour ceux qui ont vu, certains ont vu certainement ce film, cette espèce de péplum astronomico-scientifico-féministe assez remarquable qui s'appelle Agora. Vous avez vu ça avec la mathématicienne de l'Antiquité, Hypatie, celle qui a été lynchée par des fanatiques chrétiens et qui était l'une des astronomes et mathématiciennes les plus réputées de son temps. Et on la voit dans le film se débattre avec la question qui l'a hantée, comme beaucoup de savants de son époque, comment représenter le mouvement des errants. Dans le film, ils ont même l'idée que, juste avant sa mort, elle a l'intuition de la solution avec les sections de coniques. On en reviendra tout à l'heure là-dessus, les lois, ce qui deviendra beaucoup plus tard, les lois de Kepler. Alors, on fait un grand saut dans le temps, on va 1400 ans en avant à partir de Ptolémée et on passe à Copernic. Ouvrage majeur, De Revolutionibus, dans lequel Copernic place le Soleil au centre du système solaire et obtient ainsi une représentation plus convaincante du système solaire parce que plus simple. N'empêche que Copernic a encore des épicycles. Il en a moins que Ptolémée, mais on est encore très loin de la vision simple qu'on aura plus tard. La vision simple, la voici avec Kepler. Tout petit peu avant 1600, Kepler, en se basant sur des observations très précises, arrive à dégager 3 lois qui lui permettent d'expliquer à peu près tout ce qu'il voit de trajectoire des planètes. Kepler, c'est une date très particulière dans la description du système solaire. C'est le moment dans toute notre histoire où le système solaire est le plus simple. Avant, c'est compliqué, il y a plein d'épicycles. Après, c'est compliqué aussi, j'y reviendrai. Mais au moment de Kepler, on a l'impression que c'est limpide. Alors, je dis que c'est limpide, mais si vous lisez Kepler dans le texte, vous allez vous arracher les cheveux. Pour comprendre ce qu'il veut dire, derrière les formules obscures et les considérations mystiques, il faut y aller. Il y a de beaux textes, beaux commentaires de Voltaire d'ailleurs, qui a beaucoup œuvré à rendre compréhensible l'œuvre de Kepler sur la façon dont c'est remarquable que Kepler soit aussi bon savant et aussi mauvais philosophe, au sens où ce qu'il écrit n'a aucun sens, mais pourtant il arrive à des bons résultats. Alors, première loi de Kepler, les trajectoires des planètes sont des ellipses autour du Soleil. Ça, c'est magnifique. L'ellipse, c'est une figure que les Grecs connaissaient. Vous l'obtenez en prenant la section d'un cône par un plan qui n'est pas parallèle à la base, mais un petit peu incliné par rapport à la base, par exemple. Et l'ellipse, c'est aussi la figure, on appelle ça parfois le tracé du jardinier, que vous obtenez en faisant courir une corde que vous tendez avec un piquet, cette corde étant elle-même attachée à 2 piquets fixes dans le sol. Vous prenez 2 piquets fixes, un piquet mobile, et vous tendez la corde et vous tracez la figure que vous arrivez à tracer en tournant autour des 2 piquets. Très simple, les Grecs connaissaient bien ça, et ils ne se doutaient pas que c'était ça la solution au problème qui les hantait de la trajectoire des planètes. Donc, et le Soleil est l'un des foyers. Le Soleil n'est pas au centre, mais c'est l'un des foyers de l'ellipse, c'est la première loi de Kepler. Dans la figure qui est ici, dans l'animation, ligne bleue, ligne rouge, c'est la même longueur totale. Et bien sûr, chacune change de longueur. Deuxième loi, le mouvement n'est pas uniforme. La vitesse des planètes n'est pas constante autour du Soleil, mais il y a quand même quelque chose qui est uniforme, c'est l'air qui est balayé à partir du Soleil pris comme point de référence. Vous voyez sur ce schéma, vous avez l'orbite de la planète en noir, Soleil en jaune, et vous regardez l'air par rapport au Soleil, donc
pour aller de la position, d'une position à l'autre sur les images sur la partie droite du dessin. D'ici à ici, vous balayez une certaine aire qu'on va appeler B. D'ici ici, vous balayez une autre aire qu'on va appeler A. Si cette aire A et B, ces deux aires sont égales, ben c'est qu'il a fallu autant de temps pour aller de là à là que pour aller d'ici à ici. Et donc, il y a quelque chose d'uniforme, c'est pas la vitesse du mouvement, c'est la vitesse de balayage de l'air par rapport au Soleil. Et puis, troisième loi, une relation qui lie toutes les planètes autour du système solaire, entre la période, on va dire l'année correspondant à la planète que vous considérez, le temps qu'il faut pour faire un tour complet, et la distance entre cette planète et le Soleil. Alors, pour définir exactement une notion de distance moyenne, on va appeler ça, ça s'appelle le demi-grand axe en termes techniques par rapport à l'ellipse. Et la relation, c'est que quand vous regardez le carré de la période, le carré du temps qu'il faut pour faire une révolution complète, et que vous divisez ça par le cube de la distance, eh bien vous trouvez une constante, le même rapport pour toutes les planètes. Ça, c'est aussi remarquable dans les observations. Ça veut dire, vous voyez, que si vous comparez, là ici à gauche, on a mis les années planétaires, hein, l'année de Mercure, c'est en gros un quart de l'année terrestre et tout ça, et on compare à droite avec les distances planète-soleil. Si on fait le carré du nombre de gauche, la Terre étant prise comme référence, on obtient le cube du nombre de droite. Et c'est une observation que Kepler a faite, c'est une loi que Kepler a découverte par l'observation, on pourrait dire par un raisonnement inductif et non déductif. Alors, ça c'était un grand succès. Après, une fois que Kepler a trouvé ça, il y a eu beaucoup de tentatives pour essayer de comprendre l'étape suivante. Pourquoi les distances des planètes sont-elles telles qu'elles sont, les distances entre planète et Soleil? Et là, il y a eu un paquet de lois dont... Alors le philosophe Hegel s'est essayé à l'une d'entre elles, elle ne tient pas la route, c'est pas de chance, et ils sont beaucoup à avoir proposé leurs lois qui toutes se sont avérées fausses au fur et à mesure qu'on a découvert de nouvelles planètes, sauf peut-être la loi de Bode qui pourrait encore fonctionner. On le saura que quand on fera des progrès dans l'analyse des exoplanètes et qu'on commencera à voir des tables statistiques de distribution des distances entre étoiles et les planètes qui tournent autour. Un peu plus tard, enfin beaucoup plus tard, 1684, arrive un autre événement considérable dans la compréhension mathématique du cosmos. La loi de la gravitation universelle. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en anglais celui-là. De temps en temps, il faut traduire les trucs, vous vous retrouvez à faire des mélanges. Alors, 1684, Newton publie la loi de la gravitation universelle. En fait, il l'a découverte à peu près 20 ans plus tôt. Mais c'est un exemple qui montre qu'il y a eu une époque où on ne se dépêchait pas de publier dès qu'on avait le résultat. Alors, Newton découvre cette loi et montre ainsi qu'avec une seule règle mathématique, il peut retrouver les 3 lois de Kepler. Une seule règle, si je regarde entre 2 corps qui ont une certaine masse, eh bien, il y a une force dite de gravitation qui est exercée par l'un sur l'autre et qui est proportionnelle au produit des masses divisé par le carré de la distance. Juste une loi. Et Newton ensuite identifie l'accélération, la masse fois l'accélération, à la somme des forces qui s'exercent sur cette planète. C'est encore la base de la mécanique classique telle qu'on l'apprend au lycée. On peut remarquer que, une fois qu'on a en tête qu'il existe une force, ben le fait qu'elle soit comme l'inverse du carré de la distance découle naturellement des observations de Kepler. En effet, une force, c'est comme une accélération, donc c'est comme une distance divisée par un temps au carré. Hein. Une vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Une accélération, c'est vitesse divisée par un temps au carré. Si on regarde par rapport au problème, le temps typique, ça serait le rayon, la distance entre le Soleil et la planète. Le temps typique, c'est la période. Et si on regarde le rapport distance divisée par la période au carré, si on croit à la 3e loi de Kepler, ça doit être comme une constante divisée par r au carré, puisque r au cube est proportionnel à t au carré.
Et donc le fait que la loi soit en 1 sur R au carré découle de la loi de Kepler. Mais encore faut-il avoir l'idée qu'il y a une loi qui s'applique, et la force de Newton, c'est de considérer que cette loi, elle est universelle. C'est pas que les planètes et le Soleil ont quelque chose de particulier, c'est une loi qui s'appliquera à tout, y compris à des objets qui sont ni le Soleil ni des planètes, y compris à nous par exemple. On subit la force de la gravitation, on exerce une force de gravitation. Newton, en même temps qu'il fait ça, il est très fier de découvrir une loi qui lui permet de retrouver, d'unifier les lois de Kepler, et il démontre par le calcul mathématique qu'on peut la retrouver. En même temps, il est très inquiet. On va voir pourquoi dans une minute. Disons, avant de continuer, que Newton publie ses conclusions dans un des ouvrages les plus importants de toute l'histoire des sciences, les Principia Mathematica. Le nom complet, c'est Philosophie Naturalis Principia Mathematica, dans lequel il développe la base de toute la théorie prédictive mathématique en physique, l'idée qu'on peut faire des prédictions sur les systèmes physiques en résolvant des équations différentielles. Des équations qui portent sur les vitesses, sur les accélérations et plus généralement sur les tendances des phénomènes. Et Newton développe aussi dans cet ouvrage, de manière synchrone avec Leibniz, ce qu'on appellera la théorie du calcul différentiel, qui est la théorie de la résolution des équations prédictives en particulier. Notez les 4 mots dans le titre. Ça parle de philosophie, ça parle de nature, ça parle de principe, ça parle de mathématiques, et tout se retrouve mêlé dans les études de Newton. Alors, Newton, en même temps qu'il fait ses découvertes, est très inquiet parce qu'il comprend bien les implications de la théorie. Si la gravitation est universelle, en particulier, tout le monde interagit avec tout le monde et les planètes avec les planètes. On n'est plus dans juste une interaction planète-soleil. Pour calculer le mouvement des planètes, il faudra aussi tenir compte des interactions entre les planètes. Par exemple, la Terre attire Mars, Mars attire la Terre attire Saturne, Saturne attire la Terre, et ainsi de suite. Et là, ça change tout. Si on considère seulement les interactions planète-soleil, on retrouve bien les lois de Kepler. Si on considère aussi les interactions planète-planète, les lois de Kepler se retrouvent un peu faussées. Et un peu faussées, ça peut être très grave, ça veut dire que la trajectoire de la planète ne va pas se recouper et revenir exactement sur elle-même, elle ne va pas boucler. Ça veut dire qu'il se peut très bien que les orbites changent au cours des siècles et des millénaires de manière importante, et ça veut dire qu'il n'y a pas forcément d'ordre dans le système solaire finalement. Newton comprend donc que si on suit sa théorie, comme on n'arrive pas à résoudre l'équation en faisant intervenir toutes les planètes, on n'a aucun moyen de garantir que le système solaire reste stable pour toujours. Et si ça se trouve, va arriver un jour où 2 planètes, par exemple, vont entrer en collision dans un événement dramatique qui serait la fin du système solaire tel qu'on le connaît. Newton ne pouvait pas imaginer cette conclusion. Alors, avant d'aller plus loin, pour vous donner une idée du genre de choses qui peut se passer quand on résout les équations de Newton, on va passer une petite vidéo. On va passer une petite vidéo dans laquelle on va voir comment ça peut être complexe, les équations de Newton. Ça nous servira tout à l'heure aussi. Dans cette petite vidéo, on va voir les équations de Newton appliquées à un système non pas de planètes mais d'étoiles. Si Newton nous explique que la gravitation, elle s'applique au Soleil, aux planètes, ben aussi elle va s'appliquer à toutes les étoiles. Alors, essayons de regarder un peu le cosmos en marche. Et donc, dans cette vidéo, empruntée à l'astrophysicien canadien John Dubinsky, on va voir ce qui se passe quand des galaxies obéissent aux équations de Newton. Alors que dans une galaxie, il peut y avoir 100 milliards d'étoiles. Ici, on va prendre juste des galaxies avec des centaines ou des milliers d'étoiles. Regardons ça. Alors, ce que vous voyez là, c'est le comportement de galaxies dans lesquelles les étoiles interagissent avec juste une loi, la loi de Newton. 2 étoiles s'attirent l'une l'autre selon une force qui est proportionnelle au produit des masses et inversement proportionnelle au carré de la distance. Pas plus. Regardez comme c'est compliqué.
Et je dois dire, c'est très difficile de dire quelque chose d'intelligent en face de ça. Hein? Et vous voulez comprendre, on vous dit mathématiques, c'est d'écrire, ah ben comment on va décrire ça? Comprendre, ah ben oui, comprendre. Et prédire, alors là, pour prédire ce qui va se passer. Alors regardez ça, si c'est pas beau, la collision de deux galaxies. Il paraît que c'est ce qui va arriver à notre galaxie d'ici 2 milliards d'années à peu près, avec la galaxie d'Andromède. Évidemment, l'échelle de temps ici, c'est en milliards d'années. Ah, c'est joli, hein. Une seule loi là derrière, et on voit bien comment une seule loi microscopique peut mener à des lois macroscopiques extrêmement variées et difficiles à appréhender. Alors, quand on voit tout ça, on se dit, ben alors, comment on va faire pour étudier notre problème du système solaire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma souris a disparu? Mince. Il fallait cliquer sur l'autre. Pas grave, comme ça on se remémore tout. Voilà. Alors, système solaire, c'est pas un système d'étoiles comme celui qu'on a montré. On a vu un système avec plein de corps à la fois, on a vu comme c'est dur à prédire. Système solaire, c'est une évidence, mais il faut le rappeler, il y a un corps qui écrase tous les autres. C'est le Soleil. Le Soleil est à peu près 1000 fois plus massif que toutes les planètes réunies, les planètes du système solaire. Et donc, peut-être que grâce à cette forte prédominance d'un astre par rapport aux autres, on évitera le genre de comportement abominablement chaotique qu'on a vu précédemment. C'est le moment de faire une toute petite digression sur le fait que dans les objets célestes, on trouve des variations de dimensions considérables. On s'est habitué à peu près aux dimensions de la Terre. Les dimensions de Vénus, c'est quasiment les mêmes. Pluton, Mercure et Mars, c'est plus petit. La Terre, c'est tout petit par rapport à Jupiter ou Saturne, comme on voit ici. Jupiter, c'est minuscule par rapport au Soleil, comme on le voit là. Le Soleil, c'est vraiment minuscule par rapport à une assez grosse étoile comme Arcturus. Et Arcturus, c'est tout pitchou par rapport à un truc comme Antares qu'on voit là. Alors, à cette échelle-là, on voit même plus Jupiter, hein, c'est invisible à l'œil nu, et le Soleil, il est là. C'est le petit point là, au bout de la flèche. Le petit point. Alors, pourquoi on montre ça? Pourquoi je vous montre ça? Pour vous sensibiliser à cette question de différence d'échelle qui va être importante dans la discussion, aussi pour vous sensibiliser à quelque chose qui est assez miraculeux, qu'il faut garder en tête aussi, et c'est peut-être la dernière caractéristique de la discipline mathématique que j'aurais pu citer tout à l'heure, c'est une discipline dans laquelle vous pouvez aller bien au-delà de l'intuition. Antares, des choses comme ça, c'est tellement gigantesque qu'il est hors de question d'essayer de s'imaginer ce genre de dimension. Hein? Même le Soleil, la Terre, on arrive encore à peu près en voyage autour de la Terre. Quand vous traversez l'Atlantique, le décalage horaire est là pour vous donner une sorte de mesure sensible des dimensions de la Terre. En revanche, si vous voyagez sur Jupiter, c'est autre chose. Et si vous voyagez sur le Soleil, ça serait encore autre chose. Et pour Antares, n'en parlons pas. Donc, mais toutes ces dimensions ont beau être extraordinaires, le mouvement de toutes ces étoiles, on arrive à les prédire sur des millions d'années de manière extrêmement précise avec des formules mathématiques. Et là, il y a quelque chose de miraculeux qui a émerveillé Newton et beaucoup de physiciens après lui. Comment il est possible que des objets, l'univers, si divers soient-ils, puissent être prédits avec un nombre assez réduit finalement de formules mathématiques qu'on peut carrément, on peut calculer quoi sur son brouillon, sur une feuille de papier, on peut calculer la trajectoire d'Antares, alors que c'est à une dimension phénoménale et à une distance phénoménale. Alors, essayons de tirer parti de cette prédominance, cette différence d'échelle entre le Soleil et les autres, et les planètes, pour formuler le problème de la stabilité comme un problème perturbatif, où il y aura un petit paramètre et on considérera les planètes comme une sorte d'erreur. Ça paraît étrange de considérer la Terre tout entière comme une erreur dans les équations, mais c'est tellement petit par rapport à l'influence du Soleil que ça ne sera pas choquant pour un physicien. Posons donc les différentes masses du Soleil et des planètes, avec la masse du Soleil bien plus grande que les autres. Appelons x1, x2, x3, etc., xn les positions au temps t. Alors,
Ça dépend de combien de corps vous considérez, mais mettons qu'on prend les planètes, mettons qu'on met Pluton parce qu'on aime bien, même s'il a été déclassé du statut de planète il n'y a pas très longtemps. Et on va écrire l'équation trouvée par Newton, l'équation différentielle qui permet de prédire les positions des planètes, l'évolution. Alors, c'est la somme, c'est masse fois l'accélération est égale à la somme des forces qui s'exercent sur chacune des planètes. Je ne commande pas plus l'équation, pas besoin de la comprendre. L'équation différentielle dans la solution va vous donner l'évolution des trajectoires des planètes. Question, à partir de ça, est-ce que c'est stable, c'est-à-dire ça reste pour toujours tel qu'on le connaît, ou est-ce que c'est instable, c'est-à-dire qu'un jour, une planète, par exemple, va partir du système solaire? Si on a les équations, peut-on le prédire? Peut-on le comprendre? On peut, pour simplifier les choses, supposer que les orbites sont presque circulaires. Dans le cas du système solaire, on verra un petit film tout à l'heure, c'est pas loin d'être coplanaire et c'est pas loin d'être circulaire, sauf des cas extrêmes comme Pluton qui a une orbite extrêmement non circulaire. Stabilité, donc, c'est la question sur des temps extrêmement longs, et c'est un problème qui peut être intéressant pour un physicien, pour un paléontologue, pour toutes sortes de problèmes. Si on s'intéresse aux sources d'erreurs qu'on a négligées en oubliant les satellites, les astéroïdes, la ceinture de Kuiper, le fait que le Soleil n'est pas exactement sphérique, le fait qu'il y ait du vent solaire et tout ça, les erreurs de mesure, on a des erreurs de l'ordre du... J'ai mis 1 sur 100 000, mais en fait c'est 1 sur 1 million que j'aurais dû mettre. Sauf les erreurs éventuellement dues à la relativité générale pour l'orbite de Mercure et à la Lune, qui parmi tous les satellites du système solaire est le plus important en termes d'influence. Alors mettons la relativité et la Lune, négligeons toutes les autres erreurs, on se retrouve avec un problème mathématique bien posé. Question, est-ce que la réponse est oui, stable ou non, instable? Vous avez là le problème le plus ancien, on va dire, de prédiction en physique mathématique. Il date de Newton et il fait encore couler de l'encre de nos jours. Alors, Newton avait bien compris qu'il y avait un problème majeur, c'est l'accumulation des petites erreurs. Imaginez que votre compte en banque perd 1 pour 1000 chaque jour, 1 pour 1000 c'est pas beaucoup, mais au bout de 1000 jours, votre compte en banque il est plus en forme. Eh bien, ça pourrait être pareil ici, si vous avez une petite variation d'ordre epsilon, si petit soit epsilon, si vous attendez un temps de l'ordre de 1 sur epsilon, la somme des erreurs accumulées peut être très grosse, disons d'ordre 1. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Le Soleil est en gros 1000 fois plus massif que toutes les planètes, donc si erreur il y a, c'est de l'ordre du millième. Donc, au bout d'un temps d'environ 1000 ans, on s'attend à une erreur considérable. Newton savait bien que ce n'était pas vrai. On a des archives qui remontent aux Babyloniens, qui nous disent qu'il y a plusieurs millénaires, le système solaire, il n'était pas très différent de ce qu'on connaît. Et il ne pouvait pas, de toute façon, pouvait pas se résoudre à ça. Alors, Newton a émis l'hypothèse qu'il y avait une présence bienveillante, divine, qui superposait aux équations pour empêcher le système solaire de trop dérailler. C'est l'un des exemples historiques dans lesquels un scientifique commet le péché de mélanger une considération religieuse avec une considération scientifique. Quand on fait ça, ça se passe toujours mal. L'expérience historique le montre. Et dans le cas de Newton, on l'a vu aussi, ça l'a fait passer à côté de choses mathématiques remarquables qu'il n'a pas vues parce qu'il s'est arrêté là. Ça a entraîné aussi une dispute avec Leibniz qui a eu des conséquences en littérature, dans les ouvrages de Voltaire et autres qu'on connaît bien. Alors, on attend un peu dans le temps, et un siècle plus tard, Lagrange, Laplace et Gauss montrent que si on raffine l'analyse mathématique, l'échelle de temps qu'il faut avant qu'il y ait un effet sensible dû à l'erreur, c'est beaucoup plus long que 1 sur epsilon, c'est plutôt 1 sur epsilon carré. Dans notre cas, 1 sur 1000 fois 1 sur 1000, c'est 1 millionième. Et donc, il faut attendre au moins 1 million d'années avant que les influences planète-planète déstabilisent éventuellement le système solaire. Et là, on peut tirer un chapeau à ces mathématiciens de la fin du XVIIIe siècle qui avaient réussi à prédire le mouvement des planètes, en tout cas qualitativement, l'avenir du système solaire, sur un intervalle de temps de l'ordre du million d'années, beaucoup, beaucoup plus long que toutes les archives astronomiques enregistrées. À la même époque, il montre aussi que
avec la seule loi de Newton, on arrive à expliquer toutes les observations astronomiques connues. Cela restera vrai jusqu'à ce qu'on découvre l'anomalie de la trajectoire de Mercure, qui est due à la relativité générale et qui sera expliquée au XXe siècle. Et puis, c'était remarquable aussi parce que ces prédictions, elles étaient meilleures que les observations. Les observations montraient que Jupiter semblait se rapprocher inexorablement du Soleil, de manière très lente, année après année, et on avait des observations qui remontaient à plusieurs siècles, qui montraient la même chose. Avec Lagrange, on comprend qu'en fait c'est un mouvement très lent qui s'effectue sur plusieurs siècles, mais qu'ensuite Jupiter va sur plusieurs siècles s'éloigner lentement du Soleil, avant de se rapprocher à nouveau, et puis de se rééloigner, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que ce genre de phénomène se produit? Pourquoi est-ce que c'est au moins 1 sur epsilon carré le temps très long? On va donner une petite explication intuitive. Ici, imaginez que c'est le Soleil, imaginez que ça c'est la Terre, imaginez que ça c'est Jupiter. Oui, Jupiter influe sur la Terre, et ça va avoir tendance à la tirer, et donc à écarter la Terre du Soleil quand on est dans cette configuration. Mais à un autre moment, la Terre se retrouvera de l'autre côté du Soleil par rapport à Jupiter, et donc l'influence de Jupiter consistera à rapprocher la Terre du Soleil. Et quand on regarde tous les différents moments, de temps en temps la Terre sera d'un côté, de temps en temps de l'autre, de Jupiter, et un coup ça va la rapprocher, un coup ça va l'éloigner. Et sauf s'il y avait une certaine corrélation entre la trajectoire de la Terre et de Jupiter, les différents effets, on peut supposer qu'ils vont s'annuler en moyenne, aller un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Sauf si il se trouvait par hasard que, par exemple, chaque fois que Jupiter fait un tour, la Terre en fasse 10. S'il y avait vraiment ça, ça veut dire que toutes les 10 années terrestres, on se retrouve dans le même alignement, et qu'une petite erreur qui serait faite sur cette période de 10 ans, elle s'amplifierait, elle se retrouverait la même après 10 ans de plus, puis encore après 10 ans, ainsi de suite. Ça serait une catastrophe. On appelle ça le problème des résonances en astronomie. Si deux trajectoires sont telles qu'il y a une relation mathématique simple entre les années de l'une et de l'autre, que par exemple 2/5 de l'année de cette planète correspond à l'année de cette autre planète, une relation rationnelle simple, alors on dit qu'il y a une résonance. Et ça peut conduire à l'instabilité catastrophique. Mais s'il n'y a pas de résonance, on s'attend à ce qu'il y ait cette stabilité et que les différentes erreurs se compensent, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, de sorte qu'il faut attendre très très longtemps avant qu'il y ait un effet sensible. Et c'est tout ça qu'on comprend au XVIIIe siècle. Alors, là, on a fait des progrès considérables. Comme je vous le disais, fin du XVIIIe siècle, on sait que le système solaire restera tel qu'on le connaît sur des périodes de temps de l'ordre du million d'années. Mais évidemment, le mathématicien, le physicien, ils se demandent toujours, et après? Pourquoi pas le milliard d'années? Le million d'années, ça permet déjà de dormir tranquille, mais ça laisse la curiosité insatisfaite. Au XIXe siècle arrive Poincaré, qui lui aborde le problème des très grands temps. Et il comprend que le problème est extrêmement difficile, qu'il faut le simplifier. On a l'impression, quand on n'est pas dans le domaine, que les mathématiciens compliquent les choses. Mais c'est pas vrai. Les mathématiciens passent leur temps à simplifier. La vérité, c'est que c'est le monde qui est compliqué. Alors, Poincaré simplifie le système solaire, il garde juste 3 corps, parce que 2 corps on sait faire, c'est les lois de Kepler, avec un corps qui tourne autour de l'autre, comme des ellipses. Mais 3 corps, on ne sait pas résoudre de manière exacte, et on se demande si c'est stable ou instable. Et il simplifie encore en supposant que l'un des 3 corps a une masse minuscule, tellement minuscule que c'est comme si elle était nulle. Ça correspondrait au problème où, disons, ici le corps orange, celui qui est à gauche, et le corps marron, celui qui est ici à droite, tournent l'un autour de l'autre, et vous avez ce microsatellite ici qui ne change pas les trajectoires des 2 autres, mais qui évolue en fonction des 2 autres et qui est influencé par les 2 autres. Et on se demande, est-ce que la trajectoire de ceci est stable ou instable? Et dans un des épisodes les plus connus de l'histoire des sciences, le politique et le scientifique vont se retrouver mêlés quand le roi Oscar II de Suède, soucieux de montrer son attachement au développement des sciences, met à prix fait un grand prix de mathématiques sur la suggestion de son protégé Mittag Leffler, un grand mathématicien suédois. Met à prix, fait un grand prix de mathématiques, et parmi les sujets possibles, il y a la mécanique céleste, et Poincaré répond au concours
en proposant le problème des trois corps. Et alors même si les manuscrits sont anonymes, tout le monde reconnaît que c'est Poincaré qui a écrit le manuscrit, c'est son style, c'est extrêmement brillant, c'est assez dur à lire, c'est bourré de coquilles, de problèmes, mais on voit bien qu'il y a des idées extraordinaires, et il résout le problème en montrant que le problème des trois corps réduits, tel que je vais le montrer, est stable. Et que ceci semble aller, comme le diront les journaux dans la presse de l'époque, vers l'idée d'un système solaire stable pour toujours. Alors, c'était important, ça a donné à Poincaré son premier grand prix international et une célébrité qui allait au-delà du cercle scientifique, puisqu'il a été reconnu dès ce moment-là comme l'un des plus grands, sinon le plus grand des scientifiques français. Et puis, le prix consistait entre autres, l'article vainqueur devait être publié par Acta Mathematica, la revue fondée par Gustave Tagle-Fleur, encore aujourd'hui l'une des plus prestigieuses, sinon la plus prestigieuse des revues de mathématiques. Alors, l'affaire a pris un tour intéressant quand le mathématicien en charge de la préparation de l'article, l'éditeur, on va dire, de l'article de Poincaré, au cours d'une longue discussion avec Poincaré pour essayer de corriger tous les problèmes qu'il y avait dans l'article, lui a fait reprendre sa copie plusieurs fois en pointant tel et tel problème, telle et telle erreur. Et quand Poincaré a fini par se rendre compte que finalement, tout était faux. Dans l'article qui avait gagné le Grand Prix, la célébrité mondiale et tout ce que vous voulez, tout était faux. Il se reposait sur une preuve dans laquelle il avait utilisé une propriété qui est vraie en dimension 2 mais pas en dimension 3. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous parlais des polygones, polygones réguliers, on trouve tant qu'on veut en dimension 2 mais en dimension 3 il n'y en a que quelques-uns. C'était une erreur qui était un peu de ce calibre-là, une propriété qui est vraie en dimension 2, il l'a supposé vraie en dimension 3 aussi, c'était faux. Tout était faux. Tagle-Fleur ne s'est pas démonté. C'était quand même inquiétant parce que l'article était déjà publié, il avait été envoyé partout dans le monde. Il a récupéré tous les articles. Vous voyez, il a écrit à tous ses collègues. Renvoie-moi l'article, il y a une petite coquille, je t'enverrai une version qui sera meilleure et tout ça. Il a tout détruit, sauf 3 exemplaires qui sont conservés au Tagle-Fleur Institut en Suède. Et Poincaré s'est mis à retravailler et Poincaré a réussi à tout réparer. À une différence près, il montrait une conclusion qui était exactement inverse à celle de la fois précédente. Au lieu de montrer que tout était stable, il avait identifié un mécanisme, on l'appelle maintenant le mécanisme de l'intersection homocline, par lequel l'instabilité pouvait arriver. Vous voyez en gros, cette courbe rouge et cette courbe bleue, il faut les voir comme l'ensemble de toutes les positions possibles pour les temps très négatifs et pour les temps très positifs du système, et chaque fois que ça se recoupe, ça correspond à une configuration dans laquelle loin vers le futur, c'est pareil que loin vers le passé, en gros ça correspond à une configuration stable. Et il pensait, Poincaré, que les deux courbes étaient confondues, de sorte que le futur coïncidait toujours avec le passé. Il se rend compte que non seulement elles ne sont pas confondues, mais que c'est très dur de trouver où est-ce qu'elles se croisent, les courbes. En fait, les courbes, elles ressemblent un peu aux figures que vous voyez ici. Comme le dit Poincaré, que l'on cherche à se représenter la figure formée par ces deux courbes et leurs intersections en nombre infini, dont chacune correspond à une solution doublement asymptotique, stable en gros. Ces intersections forment une sorte de treillis de tissu, de réseau à mailles infiniment serrées. Chacune de ces courbes ne doit jamais se recouper elle-même, mais elle doit se replier elle-même d'une manière très complexe pour venir couper une infinité de fois toutes les mailles du réseau. On sera frappé de la complexité de cette figure que je ne cherche même pas à tracer. Poincaré a fait une grande découverte, là il n'a pas réussi à tracer la figure, mais il a compris que c'est complexe, que c'est très dur à prédire, que même si on a l'équation qui permet de faire la prédiction, c'est très dur de savoir en pratique quel sera le comportement qualitatif de la solution. Et rien n'est plus propre à nous donner une idée de la complication du problème des trois corps, en général de tous les problèmes de dynamique, où il n'y a pas d'intégrale uniforme, où il n'y a pas une loi qui limite le système et qui garantit qu'il ne va pas faire n'importe quoi. C'est le début en germe de la théorie du chaos, c'est comme ça qu'on l'appellera plus tard, qui repose sur 2 piliers, qui sera symbolisé de manière emblématique par l'attracteur étrange, comme on l'appelle, de Hénon, qui apparaît dans un détour d'un problème de prédiction météorologique. Et l'un des piliers, c'est justement le fait que même si on a des équations qui permettent de prédire comment va évoluer un système au fur et à mesure du temps, c'est très dur, voire impossible de savoir exactement quel sera son comportement final, parce que c'est très instable et ça dépend de toutes petites variations de position.
bougez un tout petit peu le système par rapport à la position de départ et le comportement final sera éventuellement très différent et c'est impossible de faire des prédictions pratiques. L'autre pilier de la théorie du chaos, dont je ne parlerai pas du tout ce soir, c'est le fait qu'on puisse, en moyenne, sous certaines conditions, prédire les comportements statistiquement de ces systèmes. Alors ça, c'est la contribution Poincaré, le fait que même si on a les équations, il peut y avoir ce qu'on appelle le chaos, pas lié au fait que le mouvement est irrégulier, mais lié au fait qu'une toute petite variation des positions, des paramètres du mouvement, va amener à une condition qualitative radicalement différente. On en reste comme ça avec l'idée de l'instabilité, et dans les années 50, arrive une nouvelle contribution qui va encore faire changer d'avis tout le monde. Kolmogorov, milieu des années 50, démontre un théorème qui stupéfie tout le monde, si vous avez un système mécanique qu'on peut comprendre parfaitement, comme le système solaire tel que le voyait Kepler, que là-dessus vous rajoutez une petite perturbation, comme les interactions planète-planète découvertes par Newton, eh bien, si la perturbation est assez petite, avec une très forte probabilité par rapport aux conditions initiales, vous allez vous retrouver avec un mouvement stable. Même s'il n'y a pas de loi qui contraint le mouvement à être stable, il restera stable avec peut-être 99% de chance quand vous regardez tous les possibles dans l'espace des configurations initiales. C'est ce qu'on appelle la théorie de Kolmogorov-Arnold-Moser, et ça a été une petite révolution dans la physique théorique parce que ça a montré que des fois, même si un système n'est pas contraint par des lois, il va rester stable spontanément. L'ordre qui revient là où on pensait qu'on avait définitivement fini avec lui. Petite digression, juste en 2 minutes, sur la notion de tirage aléatoire. Les probabilités, c'est quelque chose qui intervient avec Kolmogorov donc dans son théorème. C'est quelque chose qui joue un rôle de plus en plus important dans notre vie. On utilise désormais des probabilités pour faire de l'intelligence artificielle, des probabilités pour faire des reconnaissances d'images, probabilités partout pour analyser les statistiques et tout ça. C'est plein de paradoxes, les probabilités. Probabilité, si vous prenez un nombre entre 0 et 1 et que vous le tirez au hasard, la probabilité qui tombe dans un segment AB est égale à B-A. Si par exemple votre segment est à la longueur 1,5, la probabilité de tirer ce nombre qui soit dans le segment est égale à 1,5. Les chances, si vous tirez un nombre au hasard, que ce nombre soit rationnel, le quotient de nombres entiers, c'est 0. Pourtant, des rationnels, il y en a beaucoup. Non seulement il y en a beaucoup, mais n'importe quel nombre, vous pouvez trouver un rationnel qui est extrêmement proche, aussi proche que vous voulez de lui. Si pi est irrationnel, mais on peut l'approcher par des rationnels, par 22 septièmes, ou par 314 159 sur 100 000, et ainsi de suite. On peut trouver des approximations rationnelles de plus en plus proches. Les ordinateurs fonctionnent entièrement sur la capacité d'approcher des nombres irrationnels avec des rationnels. Certains nombres rationnels sont plus durs à approcher que d'autres, on les appelle les nombres diophantiens. Si on essaie de l'approcher par un nombre rationnel, l'erreur est au moins en l'inverse d'un polynôme du dénominateur de la fraction. L'erreur n'est jamais assez petite, jamais très petite. Et ces nombres diophantiens, on pourrait croire qu'il n'y en a pas tellement, puisque les rationnels ils permettent d'approcher tout. En fait, il y en a beaucoup. Non seulement il y en a beaucoup, mais quand vous tirez un nombre au hasard, la probabilité qu'il soit diophantien est égale à 1. Et ce sont ceux-là que voit la théorie Kolmogorov-Arnold-Moser. Et regardez comme c'est joli. Quelque part, le plus diophancien de tous les nombres, entre 0 et 1, le plus irrationnel, c'est le nombre d'or. Alors, ici je vous ai mis, il y a 2 nombres d'or, il y en a un qui est plus grand que 1, l'autre qui est plus petit. Celui qui est bon, c'est celui qui est plus petit que 1. Ça devrait être racine de 5 moins 1 sur 2, et pas racine de 5 plus 1 sur 2. En tout cas, c'est le nombre d'or. Et vous voyez ici le rapport entre un problème
de stabilité mécanique, de trouver les résonances, l'approximation parallèle-rationnelle, et un problème géométrique tel que le connaissaient les Grecs anciens, tel qu'on l'apprend des fois au lycée quand on résout des équations du second degré, le nombre d'or. Les mathématiciens, ils vivent pour ce genre de connexion. C'est ça qui leur fait plaisir. Trouver un problème, se réinviter d'une discipline, d'un champ dans un autre. Fin de la digression. Alors, vous avez vu qu'on a déjà changé pas mal d'avis au cours de l'histoire. Newton pensait que ses équations étaient instables. Lagrange et Laplace ont montré que c'était stable, finalement, au moins sur 1 million d'années. Poincaré a montré qu'il y a une possibilité d'instabilité, mais avec Kolmogorov, on retourne à la stabilité. Eh bien, dans les années 80, tout change encore quand, à la surprise générale, des gens comme Jacques Lascar en France ou Tremaine au Canada montrent que, finalement, par simulation numérique, par ordinateur, le système solaire est effectivement instable. Et il montre par exemple que si vous regardez les positions entre deux planètes au cours du temps, ou deux corps que vous mettez dans le système solaire, vous regardez au cours du temps comment ça augmente éventuellement, et bien ça augmente exponentiellement rapidement. Et il y a une distance de séparation typique qui est de l'ordre de la dizaine ou de la douzaine de millions d'années. Une très belle formule que vous voyez ici, trouvée expérimentalement par Lascar. Si vous mettez deux objets dans le système solaire et que vous regardez comment leur distance typique augmente au fur et à mesure du temps, eh bien, il y a un facteur multiplicatif qui est en gros comme 10 puissance le temps sur 10, où le temps est en millions d'années. En 10 ans, en 10 millions d'années, vous gagnez en gros un facteur 10, et c'est pas beaucoup. Mais en 100 millions d'années, vous gagnez un facteur 10 puissance 10, et ça c'est énorme, ça veut dire 10 milliards. Si vous partez d'une erreur comme ça de genre 15 mètres sur la position de deux astres, de deux corps, au bout de 10 millions d'années, ça sera 150 mètres, l'erreur, autant dire rien, mais au bout de 100 millions d'années, ça sera comparable à la distance entre la Terre et le Soleil. Et donc, impossibilité de faire des prédictions à l'échelle de 100 millions d'années. Et dans les tout derniers travaux, c'est paru il y a 3-4 ans seulement, Lascar montre que dans le système solaire, avec toutes les théories les plus modernes, tout ce qu'on sait, il est illusoire de chercher à faire une prédiction au-delà de 60 millions d'années. 10 millions d'années, parfait. 60 millions d'années, c'est comme une barrière infranchissable, même en raffinant les calculs autant qu'on veut, même avec les plus puissants ordinateurs du monde, même avec ceux qui seront 1 million de fois plus puissants que ceux qu'on a, on n'arrivera pas à franchir cette barrière de 60 millions d'années dans la théorie de Lascar. Alors, un petit film, qui va vous résumer tout ça, petit film de Lascar, dû aux perturbations des planètes, perturbations planète-planète. Les orbites précessent et sont déformées, les orbites changent au cours du temps. Ici vous avez en rouge l'orbite de Mars, en bleu l'orbite de la Terre, en vert celle de Vénus. Notez qu'elles sont à peu près toutes dans le même plan, de trajectoire du système solaire, parce qu'évidemment il y a une origine commune à toutes ces planètes. Et bien comme ça change au cours des millions d'années, ici le temps est exprimé en, vous voyez ici, kiloyères, des milliers d'années, et il ne se passe rien de très intéressant pendant les premières centaines de millions d'années, mais après quelques milliards d'années, voilà le genre de choses que vous tenez dans la simulation numérique. Quand vos orbites se mettent à faire ça, c'est pas bon. Pas bon du tout. Et on appelle ça la diffusion chaotique, cette possibilité des toutes petites variations de s'accumuler pour aller finalement vers quelque chose d'imprédictible, comme l'avait vu Poincaré. Des collisions deviennent possibles entre Mercure et Vénus. Et quand il dit des collisions deviennent possibles, c'est juste par une analyse statistique de toutes les configurations. Entre Mars et la Terre, il peut aussi y avoir des collisions, et même entre Vénus et la Terre. Alors, suis une petite vue d'artiste. Ouais, ça, c'est pas bon du tout, vous voyez. Voilà, Mars qui rencontre la Terre. Voilà. Ah oui. Alors, il y a un truc qui cloche dans l'image, vous aurez peut-être remarqué. Il y a un truc qui cloche complètement. La forme des continents. Mais sinon, on ne les reconnaîtrait pas. Les continents, dans 2 milliards d'années, ils n'auront pas du tout la forme qu'ils ont maintenant.
Voilà, alors, comparez, notez comme c'est extrêmement différent, bien sûr, de ce qu'on a vu tout à l'heure sur les collisions de galaxies. Voilà, il est déjà 22h. Folie. Folie furieuse. Alors, en quelques minutes, excusez-moi pour être aussi long, en quelques minutes, on tient les promesses quand même qui étaient annoncées. Et... qu'est-ce qui se passe? Il s'occupe, voilà. C'est beau toujours pour vous mettre dans une situation embarrassante en public. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous voulez prédire maintenant non pas le comportement de quelques planètes, mais le comportement d'une galaxie entière? Galaxie, 100 milliards d'étoiles. Vous avez déjà vu comme c'est embêtant avec 9 ou 10 planètes, comme on peut arriver à des collisions et toutes sortes de bazar. Alors avec 100 milliards, qu'est-ce qui peut se passer? C'est là qu'on arrive cependant à un changement complet de modèle. On sait, après les travaux de Maxwell, Boltzmann, Vlasov et d'autres, qu'un système comme ça, de 100 milliards de corps, il ne faut pas chercher à le décrire par étoile, identifier les trajectoires de toutes les étoiles, Arcturus, Vega, tout ça, mais il faut se contenter d'une description statistique où on considère les étoiles comme des particules. On regarde l'ensemble de la galaxie comme un fluide. Vous vous souvenez tout à l'heure de la petite vidéo? On avait l'impression, non pas tellement de voir des étoiles, mais comme un gaz de particules qui bougeait. Et bien, c'est ça qu'on fait quand on s'intéresse à la stabilité d'une galaxie. Et on passe dans le domaine statistique, un peu comme quand on fait de la démographie, qu'on s'intéresse à l'avenir d'une population, sans chercher à savoir qui va se marier avec qui et avoir des enfants comme ceci ou comme cela, mais globalement, quel sera le taux de natalité, quel sera le taux de mortalité et tout ça, et statistiquement, on arrive à faire des prédictions très précises. Et bien, on fait pareil avec les galaxies, et on analyse ces distributions, position et de vitesse des étoiles, avec des équations comme l'équation de Boltzmann, ou comme d'autres équations. Alors, ce sont des outils différents. C'est encore un point de prédiction. Ici, vous voyez l'équation de Boltzmann. Un peu de respect, c'est là-dessus que j'ai fait ma thèse. J'ai passé une bonne dizaine d'années de ma vie à travailler là-dessus. Et Boltzmann a montré qu'avec cette équation, Boltzmann et Maxwell ont montré qu'avec cette équation, on pouvait décrire de manière très précise, prédire de manière très précise le comportement d'un gaz, le comportement statistique. Et c'est pas tout d'écrire les équations, il faut aussi comprendre. Souvenez-vous de la discussion avec Riemann et la courbure qui nous donne une information qualitative sur les géodésiques. Ils ont montré que si on introduit cet objet là en dessous, l'entropie, une mesure de désordre du gaz, savoir si le gaz il est très concentré ou très étalé par exemple, eh bien il y a une loi fondamentale et implacable. L'entropie, le désordre augmente systématiquement. Et il y a une formule qui a l'air barbare, qui vous donne le taux d'augmentation de l'entropie et que vous pouvez étudier. Alors, petit intermède culturel d'une minute. La théorie de Boltzmann s'inscrivait dans le développement de tout ce qu'on appelle les équations aux dérivées partielles, qui généralisent l'approche d'équations différentielles de Newton. Ici, vous voyez les équations de Newton, on les a vues tout à l'heure. Ici, vous avez d'autres équations dans lesquelles on s'intéresse à l'évolution, par exemple, de tout un fluide, ou de tout un champ de vitesse, ou de toute une densité de probabilité de particules. Ce sont les équations aux dérivées partielles, elles sont partout autour de nous et elles servent à prédire l'évolution de choses telles que le temps qui fera demain, dans une semaine, dans un siècle, le climat, à prédire qu'est-ce qui se passe quand on regarde dans un cours d'eau, qu'on l'agite, comment vont être les statistiques de ce qu'on agite, à prédire le comportement d'un gaz, comme je le disais, ou le comportement de toutes sortes de choses à notre échelle. Un exemple qu'on a utilisé depuis le début de cette conférence, là en bas à droite, c'est l'équation des ondes qui nous permet de communiquer avec le son. Ça décrit comment va évoluer les petites variations de pression qui font le son et qui nous permet de communiquer. Alors, l'étude des équations aux dérivées partielles, c'est le genre de choses sur lesquelles j'ai travaillé, avec un problème majeur. Par exemple, genre de problème, prenez une galaxie, est-ce que c'est stable ou pas? Vous attendez très longtemps, est-ce que vous pouvez prédire le comportement de la galaxie? Alors si on croit à la théorie de Boltzmann, l'augmentation de l'entropie,
On va dire, on va chercher l'état de désordre maximal, l'état qui a le plus d'entropie, le plus étalé en un certain sens, et c'est ça qui nous donnera la prédiction. Et si on fait ça, on retrouve une loi très célèbre en statistique, la loi gaussienne, qui décrit les variations, les erreurs dans un sondage par exemple, mais qui va aussi décrire pour un gaz la répartition des vitesses. Et qui dans la théorie de Boltzmann décrirait pour une galaxie la répartition des vitesses de la galaxie. Et c'est un état stable. Alors, on pourrait penser que c'est ça la solution, et à une époque, on a pu penser que c'était ça la solution au problème de la stabilité des galaxies. Et puis, dans les années 1960, ça a volé en éclats quand l'astrophysicien Lyndon Bell a montré que l'augmentation d'entropie dans les galaxies est beaucoup trop lente pour expliquer le fait que les galaxies ont tendance, effectivement, à revenir vers un état stable. C'était le nom qu'on a appelé la relaxation violente. Alors, si on était un peu mauvaise langue, on dirait que c'est une typique des astronomes, quand on trouve quelque chose qu'on ne comprend pas, lui donner un nom et dire qu'on a résolu le problème. Et en l'occurrence, Lyndon Bell a dit c'est la relaxation violente, ça veut dire qu'il y a une relaxation sans augmentation d'entropie. Ah, pourquoi? Bon, c'est comme ça, c'est la relaxation violente, c'est ça l'explication. Je suis un petit peu méchant là, un peu taquin, on va dire. Alors, la relaxation violente, personne n'a idée de quel est le mécanisme qui est derrière, même si on a l'équation, on retrouve ce problème. C'est pas parce que vous avez l'équation qui décrit l'évolution que vous comprenez le comportement de cette équation. Et c'est toute une affaire que d'arriver à le comprendre. Et pour faire passer la pilule, Lyndon Bell dit c'est comme en physique des plasmas, il y a un phénomène très connu maintenant des expérimentateurs en physique des plasmas qu'on appelle l'amortissement Landau, par lequel dans un plasma il y a une relaxation spontanée des petites variations de champ électrique. Et ça se retrouve dans toutes sortes de plasmas. Alors ici, une image de Landau. Il n'est pas gay, là, c'est normal. C'était un moment où on l'a envoyé en prison, sans raison valable. Ça arrivait à cette époque-là, dans ce pays-là. Et puis, ça, ce sont toutes sortes de systèmes qui sont décrits par des plasmas, pour lesquels vous pouvez aussi remplacer ça par une équation mathématique appelée l'équation de Vlasov, qui va décrire d'ailleurs aussi bien la dynamique des plasmas que la dynamique des étoiles dans une galaxie. Et c'est par cette analogie que Lyndon Bell dit dans les galaxies, ça doit être comme dans les plasmas, relaxation spontanée, comme l'a montré Landau dans les plasmas, on doit la voir dans les galaxies. Sauf que c'est sujet à controverse, en particulier parce que le raisonnement de Landau, quand vous le regardez mathématiquement parlant, il n'est pas rigoureux. En particulier parce qu'il part d'une équation, non pas la vraie équation de physique des plasmas, mais l'équation linéarisée, comme on dit. Il a remplacé l'équation non linéaire par une équation linéaire. Et savoir si le raisonnement de Landau, on peut l'appliquer de manière déductive à des plasmas régis par l'équation non linéaire, c'est un problème sur lequel des physiciens, des mathématiciens ont planché au cours des décennies avec des réponses parfois contradictoires. C'est un problème qu'on a résolu en 2009 avec mon ancien élève Clément Mouot, et on a montré qu'effectivement cet amortissement Landau, ce phénomène de relaxation spontanée, où on peut prédire qu'un plasma qui est perturbé un petit peu, ou une galaxie qui serait homogène, qui serait perturbée un petit peu, va spontanément revenir vers l'équilibre, on peut montrer par le raisonnement mathématique que ça aura effectivement lieu sur l'équation idéalisée. Et là encore, on est donc dans un problème de prédiction, un problème de compréhension des équations non linéaires. On a montré dans la démonstration que justement, c'était lié à ce problème dont je vous parlais tout à l'heure, le théorème de Kolmogorov, qui montre que dans certains cas, un système qui semble voué à l'instabilité reste stable avec forte probabilité. Et bien, dans le cas des galaxies, au moins près de l'équilibre, c'est ça qui se passe aussi. Et on a montré que dans le monde mathématique, il y a un lien entre ces deux problèmes qui pourtant sont de nature très différente du point de vue physique. On a aussi montré que c'est très lié à un autre problème physique qu'on appelle l'écoplasma. Une expérience qui vous dit que si vous prenez un plasma, vous pouvez penser comme une soupe d'électrons. Ouais. Faut pas essayer de la manger, c'est un problème que vous auriez. Mais plein d'électrons qui se baladent les uns les autres, régis par une loi très simple, deux électrons se repoussent. De la même façon que deux planètes s'attirent. Et vous préparez votre plasma au repos dans votre laboratoire. Vous envoyez une petite impulsion électrique.
vous attendez un moment, que ça revienne à l'équilibre, vous renvoyez une autre impulsion électrique, vous attendez encore, et puis il va y avoir spontanément un écho qui va se former, sans que vous fassiez rien, c'est cette troisième impulsion ici. Cet écho, il vous montre que les plasmas y réagissent avec retard, et c'est cet effet-là qu'on exploite dans notre démonstration sur l'amortissement lambda non linéaire, donc sur cette prédiction concernant le comportement d'une galaxie en temps grand. Un lien entre trois problèmes ici, un sur la façon dont un plasma réagit, un sur la façon dont un système qui semble chaotique peut se révéler stable, et puis ce problème de comportement de stabilité en temps grand. Je n'en dis pas plus. L'article, c'était une aventure que j'ai racontée dans un ouvrage grand public, en essayant juste de montrer tout ce qu'il peut y avoir dans la découverte mathématique d'aléas, d'imprévus, de chaotiques, d'erreurs sans arrêt, de retour en arrière, et un article fleuve, une démonstration elle-même tenant sur plus de 100 pages. Tout à l'heure, quand je parlais de mathématiques, je m'intéressais à la discipline en elle-même, mais aussi peut aussi s'intéresser, bien sûr, et c'est important, aux mathématiciens, à leur travail et à la façon dont ils progressent. Il ne faut pas croire que les découvertes dont j'ai parlé là sur la prédiction, elles soient faites de manière naturelle. Tout le domaine est truffé d'erreurs d'un bout à l'autre. Kepler plein d'erreurs avant d'arriver à ses lois, Newton plein d'erreurs avant d'arriver à quelque chose qui tienne la route, Laplace et Lagrange bourrés d'erreurs, ils corrigent les erreurs les uns des autres jusqu'à arriver à quelque chose qui marche, Poincaré, je vous en ai parlé, et tout ça dans cette histoire. Petit à petit, on comprend, petit à petit, on fait des choses stables, on n'échappe pas à la règle, on fait tous des erreurs avant d'arriver à quelque chose qui tient la route. Et ça restera comme ça, c'est normal, hein. Quand on s'aventure sur les territoires intellectuels inconnus, on commence par se tromper et après on corrige. Je vais m'arrêter là, et puis je vous remercie, et puis je suis prêt à prendre les questions. Voilà.